suis Guillaume Boquet, responsable du pôle technique d'Axema, qui est la fédération des constructeurs et importateurs de matériel agricole. Et donc Jackie, puisque nous allons faire la présentation à deux. Mazoyer, donc je suis à IRSTEA, l'URTSCF, à Montol, dans le département de l'Allier. Et je travaille principalement sur l'évaluation des performances des matériels d'épandage de matières organiques. Donc vous l'avez compris, nous allons faire cette présentation à deux voix. C'est moi qui vais vous parler dans un premier temps de cette certification éco-épandage, en vous parlant un peu de la genèse du projet, les conclusions des travaux menés dans les premières années, l'aboutissement et la création de la certification. Et Jackie enchaînera après avec des aspects beaucoup plus techniques sur les machines, sur l'épandage en lien avec la qualité de l'air, puisque c'est bien la thématique de la journée, les objectifs et méthodes de la certification, et puis moi je terminerai sur quelques précisions concernant la certification en elle-même, et bien vous préciser qu'on ne parle pas uniquement de performance à proprement parler, mais également à d'autres exigences appliquées dans le cadre de ce référentiel. Alors le projet éco-épandage, c'est un projet qui a déjà presque une dizaine d'années, en tout cas dans ses prémices et dans sa jeunesse. La réflexion date de 2010, à l'initiative d'une association de constructeurs de machines d'épandage, donc qui sont Pichon et Roland, qui se sont rapprochés de trois autres partenaires que vous voyez à l'écran, IRCA, donc fait partie Jackie, Vetagrosup et Chambre d'agriculture de Bretagne, avec une volonté commune de tous ces partenaires de travailler, de réfléchir à un référentiel, ou en tout cas une manière de rendre une qualité d'épandage à un meilleur niveau, notamment, et c'était le premier volet abordé dans cette réflexion, sur une meilleure maîtrise des doses dans le cadre d'épandage liquide et solide. En effet, existe depuis pas mal d'années deux normes qui référencent un petit peu la manière d'épandre, en liquide pour l'une et en solide pour l'autre, deux normes européennes, qui sont les 13480 et les 13406, et qui traitent de ces sujets-là au titre de la protection de l'environnement. Et ce groupe de travail a jugé dès le début que ces normes étaient assez limitatives, et en tout cas pas assez strictes ou assez performantes vis-à-vis de la protection de l'environnement. L'objectif était bien sûr de mener cette réflexion dans le cadre de la réglementation existante, et surtout de mettre ça sous la surveillance en tout cas d'organismes ou de laboratoires objectifs et indépendants qui auraient eu une approche vraiment indépendante d'évaluation de la performance. Et bien sûr, aussi, très tôt, la volonté d'impliquer dans un référentiel, s'il était créé à l'époque, de l'utilisateur final dans la démarche par un apport d'information le plus pertinent possible et efficace possible. Tout cela a abouti en 2013 à la création officielle d'une certification qui s'appelle donc éco-épandage, avec le dépôt d'une marque déposée. Cette certification à l'époque, et l'est toujours, est unique dans le monde, puisqu'elle est à l'initiative des constructeurs et elle est ouverte à tous les constructeurs sans aucune restriction de nationalité, d'implantation, de statut juridique ou d'appartenance à une quelconque fédération. C'est prononcé par un certificateur indépendant agréé. Et vous le verrez, c'est non seulement une exigence de performance, donc c'est sur le produit, mais également sur des services associés qui sont demandés dans un référentiel de certification. Alors les acteurs dans cette certification, ils sont trois. APS, qui est la société commerciale d'Axema, dont je fais partie, donc qui est la filiale commerciale de notre fédération, qui est simplement propriétaire de la marque et gestionnaire de cette marque éco-épandage. Certipac, qui est l'organisme certificateur accrédité COFRAC, qui est celui qui délivre au final la certification et qui est garant de l'impartialité de cette démarche. Et enfin IRSTEA, qui est l'établissement scientifique en charge de l'évaluation sur des bancs d'essai de la performance des machines d'épandage. Très rapidement, en quoi consiste cette certification ? Eh bien, un constructeur qui est intéressé par la démarche s'adresse à Certipac, donc l'organisme indépendant,
qui va réaliser un audit initial de l'entreprise, de l'outil de production et de certain nombre d'éléments liés à l'entreprise et aux machines, va donner un accord de recevabilité en disant « Nous sommes d'accord pour que vous puissiez engager la démarche de certification d'une machine ». Dans ce cas, une machine va être fournie à IRSTEA pour mesurer et évaluer la performance des pendages, solides ou liquides. IRSTEA va donner son accord à Certipack qui va donner la certification, l'accord de certification près du constructeur, et nous, APS, au final, nous allons simplement accorder l'autorisation d'usage de la marque au constructeur qui pourra la poser sur ses machines et en faire la promotion. Je vais passer la parole à Jackie sur l'aspect matériel. Donc, je vais vous proposer de faire un petit focus un peu sur les matériels d'épandage, des matières organiques. Donc d'abord, pour l'épandage des solides, donc là, vous avez donc le modèle traditionnel qui est utilisé aujourd'hui en France, hein, donc l'épandeur à hérissons verticaux, vous avez sur la gauche donc 2 hérissons verticaux. Ça, c'est le dispositif d'épandage qui est utilisé aujourd'hui à 90% des cas sur le marché français. Ça fait à peu près bientôt une trentaine d'années que ce dispositif-là est en service. Alors il est très utilisé notamment dans les cumas, il est très adapté pour les produits bruts, les fumiers de bovins, de ovins, etc. Et il permet de faire des forts dosages. À droite, j'ai mentionné donc la table d'épandage, qui est un dispositif totalement différent, et dans lequel on a une hotte, on a des hérissons démêleurs que vous ne voyez pas, donc ils sont horizontaux, et on a l'ensemble du produit qui est projeté par une table, qui est des plateaux, et donc qui va permettre d'épandre essentiellement des produits beaucoup plus fractionnés, plus fins. Je pense notamment au compost miat, je pense au digestat de méthaniseur dans la fraction solide, je pense également aux fientes de volaille par exemple. Donc là, on est sur des dosages beaucoup plus faibles. Ces matériels-là sont pratiquement exclusivement utilisés par des entrepreneurs des territoires, en fait, pour des clients agriculteurs. Là-dessus, sur ces matériels, on peut dire aussi qu'ils concentrent les équipements de maîtrise de dose. On va y revenir plus tard. Hein, toutes ces machines sont, on peut dire, ont un usage assez intensif. Elles sont caractérisées par une robustesse importante pour pouvoir travailler quand même pendant 7 à 8 ans en règle générale. Pour ce qui est des liquides, donc on a des tonalisiers qui sont utilisés avec des capacités sans cesse plus importantes et avec des dispositifs d'épandage qui ont quand même évolué au fil du temps. Alors c'est vrai que tout à l'heure on a eu une discussion là-dessus, sur ça. La buse unique, effectivement, à mon sens, donc, est encore peut-être majoritairement en nombre d'unités en service utilisées, mais elle traite quand même des volumes qui sont plus faibles, bien plus faibles aujourd'hui que les tonnes, comme vous voyez ici, hein, les gros modèles aujourd'hui qui reçoivent donc des rampes à pendillard, des injecteurs, des enfouisseurs, sont des machines très coûteuses qui vont être utilisées par des entrepreneurs, par des grosses cumas, dans des gros élevages et qui vont traiter de très gros volumes. Donc là, on est sur des machines qui sont la plupart du temps 2 essieux, voire 3 essieux. On est sur des volumes traités très importants. Hein. Par exemple, vous avez des tonalisiers qui vont traiter des volumes de l'ordre de 50 000 m3 par an, sans problème aujourd'hui en France. On a des équipements de maîtrise de dose aussi sur ces machines-là, c'est-à-dire qu'on va retrouver du DPA, des débitmètres, bien évidemment employeurs répartiteurs sont obligatoires. Alors, je reviens maintenant sur les solides pour essayer de faire le lien aujourd'hui avec le thème de la journée qui est la qualité de l'air. Lorsque l'on a réfléchi donc à la mise en œuvre du projet éco-épandage, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à la qualité de l'air de façon immédiate. Hein. Alors pour les solides, c'est vrai qu'effectivement l'épandage, c'est toujours un dépôt de matière au sol. Et pour nous, vraiment, l'important, il s'agit de doser et de bien répartir au mieux donc la matière au niveau du sol. Ensuite, s'il y a un enfouissement, effectivement, il faut le réaliser dans un délai aussi court que possible. Mais cet enfouissement-là, il est quand même dissocié de l'épandage. Ce n'est pas la même opération. Donc c'est vrai que ça relève, on va dire ça, au niveau du chantier. Parce qu'il y a quand même une dimension chantier qui est importante aujourd'hui dans les épandages en France, dans la mesure où bien souvent on a soit un entrepreneur spécialisé qui va réaliser l'épandage, mais pas forcément l'enfouissement, ou sinon on a aussi beaucoup de travaux qui sont réalisés en CUMA avec des machines
donc qui sont à plusieurs. Et donc là-dessus, il convient d'être le plus performant possible pour réaliser cet enfouissement. Il y a également des cas, ça a été souligné tout à l'heure, où il n'y a pas d'enfouissement, mais là, on est dans des situations où on a des dosages bien plus faibles qui sont appliqués, et on a des produits qui sont beaucoup moins riches en ammoniac. Je pense notamment au compost de fumier de bovin, qui est quand même épandu en quantité assez importante dans les prairies françaises. Maintenant, pour les liquides. Alors pour les liquides, là, d'emblée, lorsqu'on a réfléchi à la mise en œuvre donc, d'éco-épandage, on a exclu les dispositifs les plus émissifs. Donc la buse palette et la rampe à buse, on les a d'emblée exclus de notre certification. Et on a dit que seuls les dispositifs d'épandage en ligne étaient admis donc à la certification. Donc là, quelques exemples. La rampe à pendillard, donc avec des tuyaux qui vont donc déposer au sol et faire couler le lisier. Également donc un enfouisseur à dents qui correspond en gros à un cultivateur dans lequel on va pouvoir injecter directement le lisier dans le sol à une profondeur qui peut varier entre 10 et 15 cm. Notez quand même que la largeur de travail est très différente entre ces deux dispositifs. Ici, quelques vues aussi sur des dispositifs qui sont adaptés sur les prairies. Alors, il y a par exemple l'injecteur à disque, donc sur la gauche. Là, il s'agit d'un dispositif donc, qui va creuser un sillon ouvert qui ne sera pas refermé, de l'ordre de 5 cm de profondeur, de 1 à 2 cm de large, dans lequel le lisier va être injecté juste derrière le passage du disque. À côté, l'enfouisseur à disque, même de disque de grand diamètre, en fait, ça c'est un dispositif, là on parle d'enfouissement, c'est-à-dire qu'on va avoir un disque qui va faire une coupe avec un angle au niveau du sol. Et ensuite, on a donc une injection juste derrière le disque, et ensuite, le terrain naturellement se referme dans la mesure où la coupe du disque est légèrement biseautée avec un angle. Et troisième photo, la rampe à sabot, qui est quelque chose qui est un petit peu hybride, j'ai envie de dire, entre la rampe à pendillard et quelque part l'injecteur. C'est-à-dire que là, on a des tuyaux qui vont se terminer par un sabot qui est appliqué fermement au sol. Simplement, bon, on fait quand même une saignée, on peut employer ce terme-là, qui est quand même très limité, de l'ordre de 1 à 2 cm au niveau du sol. C'est un dispositif qui a quand même une sensibilité, lorsqu'il y a des conditions séchantes, au pouvoir strier la surface de la parcelle. Vous voyez quand même qu'il y a une gamme assez large d'équipements qui permet quand même de faire des épandages sur les prairies. Alors, de quoi s'agit-il lorsque l'on parle donc d'épandage de matière organique? On a un problème qui est la variabilité que l'on observe lorsque l'on épand dans une parcelle. Ici, simplement un graphique qui est réalisé à partir de mesures réelles au banc d'essai d'un épandeur à fumier, et que l'on peut ensuite extrapoler et faire tourner ces résultats sur une parcelle en intégrant des largeurs d'épandage. On observe qu'on va avoir des parties qui vont être surdosées et des parties qui vont être sous-dosées. Notre objectif à nous, bien évidemment, c'est de réduire cette variabilité. On a une variabilité de deux ordres qui se manifestent sur les épandeurs à fumier, à la fois une variabilité longitudinale du début à la fin de la vidange de la machine, le débit n'étant pas stable naturellement, eh bien on a des variations. On a également une variabilité transversale, c'est-à-dire de part et d'autre du passage de la machine, on a des variations qui vont se matérialiser, qui peuvent être notamment dues à des effets du chargement. Pour ça, pour améliorer les choses, il faut équiper les machines d'équipement de maîtrise de dose. Par exemple, si on veut améliorer vraiment la variabilité longitudinale, le tablier accompagnateur donne de très bons résultats. Et ensuite, il faut qu'on évalue les performances des machines par des méthodes reconnues. Donc, des essais au banc d'essai, par exemple, sont la seule solution pour, par exemple, qualifier la répartition longitudinale d'un épandeur à fumier. Une petite parenthèse là-dessus, dans la presse, par exemple, des fois, on a
des articles qui montrent des évolutions, des évaluations de machines avec des méthodes employées qui ne sont pas du tout scientifiques et qui donnent des résultats qui ont un aléa très important et qui ne sont pas recommandables. Alors, pour nos machines d'épandage, dans la certification, il a fallu quand même que l'on déjà les caractérise à la base. Et cette caractérisation, ça a été une décomposition en sous-ensemble. En fait, chaque sous-ensemble est décrit de façon très précise dans le dossier d'identification de la machine. 4 sous-ensembles sont communs, donc à la fois pour les épandeurs et les tonnes. C'est le contenant, qui correspond grosso modo à la caisse ou à la citerne de la tonne à lisier, le dispositif d'épandage, le train roulant, bien évidemment, et le système de commande, qui est l'interface, qui est donc dans la cabine du tracteur. Pour les liquides, il y a encore 2 sous-ensembles supplémentaires qui sont identifiés. Bon, je passe dans le détail, le système d'expulsion et le dispositif de remplissage. Et derrière ça, si vous voulez, il y a une notion de gamme. C'est-à-dire que les constructeurs donc, de machines construisent des épandeurs, par exemple, dans des gammes en fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire varier la capacité en allongeant la longueur de la caisse, par exemple, pour donc répondre au mieux aux besoins des clients. Et dernier point, c'est le nombre d'essais. Donc on veut quand même pouvoir évaluer donc une gamme de machines sans avoir à passer tous les modèles en essai. Donc là-dessus, cette notion de gamme est importante et de transposition donc, des résultats d'essais. Par exemple, pour les épandeurs à fumier, on a retenu un principe, c'est qu'on fait des essais avec la caisse la plus courte et ensuite, pour tous les autres systèmes en étant équivalents, hormis les trains roulants bien évidemment, lorsque la caisse s'allonge, eh bien, les résultats sont valides. Ensuite, un point très important, il convient de borner une plage de travail. Et là, pour borner la plage de travail, nous, on raisonne en débit, en fait, avec le constructeur. On va retenir un débit minimal et un débit maximal. Ce débit, c'est la plage, elle n'est pas imposée, bien évidemment. Elle va être fonction vraiment des caractéristiques intrinsèques de la machine, du produit qui va être utilisé. Et ensuite, on va donc faire des essais au débit minimal et maximal, et on considérera qu'une fois qu'on aura validé ça, eh bien, la machine, elle a sa plage de fonctionnement qui est définie et on peut garantir ses résultats. On travaille avec 2 produits et donc en raisonnant en débit, en fait, ce n'est pas le même raisonnement que pour l'agriculteur qui, lui, parle plutôt en termes de dose. Donc, je rappelle, pour établir une dose, on a besoin d'un débit, on a besoin d'une largeur de travail qui sera donc dimension de l'outil pour les liquides et la performance de la machine pour les solides. Et d'une vitesse d'avancement, bien évidemment, pour laquelle, dans notre certification, eh bien, on a des plages qui ont été définies avec les constructeurs. Alors, ici, un dernier point un peu synthétique, qui montre quand même les progrès ou les exigences, qui sont donc très importantes, qui sont réclamées par notre certification, en comparaison aux normes. Donc, vous voyez que pour la répartition longitudinale, il y a ce que l'on appelle l'EZT, qui est un critère, l'étendue dans la zone de tolérance, en fait. Pour les solides, on l'a fixé à 70% au lieu des 35% de la norme. Ce qui oblige véritablement à une rupture technologique sur les machines, à faire évoluer véritablement ces machines. En gros, 35%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le tiers du temps, vous devez bien travailler, si je puis dire. Donc vous avez 2 tiers du temps où vous pouvez avoir une machine qui sera défaillante. Voilà. C'est ce que dit la norme, en résumant. On a mis la barre à 70%, et là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses bien mieux, de façon significative. Pour les liquides, la répartition longitudinale n'est pas un véritable problème, donc on a des seuils identiques. On fait également donc, une évaluation à vitesse variable, on propose une évaluation du DPA dans les critères que l'on impose. Pour ce qui est de la répartition transversale, les choses sont relativement proches. On est un petit peu plus exigeant en termes d'épandage des solides. On a mis le seuil à 20% au lieu de 30%. Voilà. Mais sinon, il y a 2 points importants. C'est le respect de la dose, où dans les normes, il n'y a rien du tout, alors que nous, on a
véritablement, donc, obligation de respecter une dose de consigne. Et ça change beaucoup de choses. Ça oblige vraiment à ce que la machine, elle soit performante. Dernier point, et non des moindres, c'est le tassement des sols, que l'on a pris en compte par 2 critères qui concernent donc la charge à l'essieu et la pression d'interface. Donc la charge à l'essieu, on l'a limitée à 13 tonnes, et la pression d'interface à 1,5 bar. Merci Jackie. Alors je vais terminer par quelques éléments importants aussi, puisque cette certification, et Jackie l'a très bien décrite, c'est une sévérisation de performance technique d'épandage, mais je rappelle, comme je l'ai dit au début, que cette certification intègre également des services, et la certification ne se limite pas à une performance. Elle impose également un audit initial de l'outil de production par l'organisme certificateur et des audits de surveillance périodiques. C'est-à-dire que la certification va s'assurer au cours du temps que toutes les machines produites par le constructeur seront toujours conformes au modèle qui aura été évalué et testé sur un modèle donné. Donc là, on assure vraiment une surveillance de la qualité de production au cours de la vie de ce véhicule qui a été certifié. Les essais, bien sûr, je le rappelle, hein, c'est par des évaluations scientifiques et bornées, et ça garantit que les performances annoncées l'ont été évaluées de manière scientifique. Le référentiel technique de cette certification impose également au constructeur une prise en main systématique par l'acheteur de la machine, donc une formation autour de la machine sur la manière de l'utiliser, d'optimiser son utilisation, d'obtenir les réglages les plus performants. Elle oblige le constructeur également à lui proposer une formation technique et agronomique sur l'épandage, adaptée à son besoin. Et enfin, elle demande à ce que une enquête de satisfaction soit transmise et complétée par l'acheteur au bout de 3 à 6 mois d'utilisation. Questionnaire qui est retourné à l'organisme certificateur et dont le constructeur a connaissance afin de pouvoir agir et réagir en cas de besoin. L'état des lieux sur cette certification, aujourd'hui 3 constructeurs ont acquis la certification pour des machines d'épandage, donc 3 en solide, que sont les marques Bûcher, Pichon et Roland, et une marque en liquide qui est Pichon. À ce jour, ce sont 67 machines certifiées qui ont été commercialisées, vendues, principalement, et puis ça a été un peu évoqué par Jackie, à des CUMA ou des entrepreneurs qui ont vraiment une aisance avec cette certification, afin de valoriser vraiment la performance et le travail réalisé. Et puis pour terminer enfin, si vous voulez plus d'informations sur cette certification, un site internet existe, il est en ligne et accessible avec l'ensemble des documents et les référentiels techniques détaillés si vous voulez plus de détails.